Donc, moi, c'est Séverine. Et alors, je viens surtout pour voir un petit peu voilà, le sujet, parce que le sujet m'intéresse beaucoup. Je démarre juste la médiation en fait depuis le début de cette année. Donc, je n'aurai D'accord. peut-être pas forcément grand-chose à dire, mais le sujet me touche personnellement, parce que c'est vrai que j'ai un chien qui a 1 an et demi, 2 ans, et qui, lui, ne se laisse pas toucher en médiation. Et du coup, ça me complique un petit peu la tâche en soi, parce que il faut le temps que je m'adapte déjà à moi et que je m'adapte à mon chien et, voilà, et au public et tout ça. Donc, du coup, voilà, je voulais voir un petit peu les avis d'autres personnes qui arrivent à travailler sans le contact direct d'un animal. D'accord. Ok. Et vous êtes issu de quel milieu? Alors, je suis ancienne assistante vétérinaire. D'accord. J'ai travaillé pendant 20 ans dans une clinique vétérinaire et j'étais obligée de voilà, faire une reconversion professionnelle pour des soucis de santé. D'accord. Et bon, je voulais rester toujours dans le monde animaux, parce que chien notamment, parce que c'est ce que je préfère. Puis j'ai D'accord. les connaissances voilà, de l'animal, donc j'ai pas forcément la connaissance médicale, on va dire, mais après, je me prétends pas non plus être d'une profession médicale. D'accord. Ok. Ok. Nathalie, Oui, moi je te connais, mais je vais mettre un petit peu plus de lumière. Nathalie, infirmière zoothérapeute. Donc, je pratique depuis plus de 8 ans. Je suis infirmière depuis plus de 36 ans maintenant. Et voilà, je travaille avec des chiens. J'ai notamment 4 chiens et un chat. Je suis formée moniteur éducateur canin. Je suis formée pour les préventions morsures et puis aussi pour la formation lire avec le chien. J'ai fait ma formation à l'IFZ et j'ai fait aussi une formation pour les troubles 10. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. En résumé, hein. Ok. Puis tu as fait la formation avec moi sur les troubles de l'attachement en Oui, médiation animale. je savais qu'il me manquait quelque chose. Ouais. C'est le fatigue, ça, la journée. C'est pas grave. Caroline ou Christine? J'y vais, si vous voulez. Donc moi, je suis une ancienne de l'expertise comptable. J'ai eu D'accord. un élevage de chats pendant plus de 15 ans. Donc j'ai toujours eu des animaux autour de moi. Et donc je pratique en fait deux activités. Je fais les soins d'un côté aux animaux et je fais la médiation animale de l'autre côté. En sachant que moi aussi, j'ai la formation de prévention aux morsures et lire avec le chien. Et je suis formée en médiation chez. J'ose jamais dire où je me suis formée parce que en général, les gens montent au plafond. Et Christine va monter au plafond parce que je sais qu'elle a eu un échange assez houleux avec la personne. Je me suis formée avec Noélie Sico. D'accord. Ok. Voilà, voilà. Je n'ai pas d'avis sur la question. Oui, non, mais voilà. Bon, il s'est avéré que je suis passée par elle pour la partie, pour une partie de Bon, alors je suis formation, bien pas embêtée parce que tous. là, je suis en train d'enregistrer. Bon, Mais non, faut pas être embêté. Voilà, je sais qu'il y a eu un échange houleux. Je sais plus comment ça se fait que je suis venue là-dessus avec elle. Je pense parce que j'ai dû échanger sur le fait que j'étais venue le jour où vous aviez fait la présentation sur le lien de l'attachement, sur la formation que vous préparez avec le ouais. lien de l'attachement, et que j'avais trouvé très intéressant. Et je crois que c'est de là que c'est parti. Parce que je l'avais eu en ligne pour autre chose, parce que je suis plus du tout en lien avec elle, et je l'avais eu pour autre chose, et j'avais discuté de ça, et je sais que vous aviez eu un échange toutes les deux. Voilà. Ah, Je, moi, je, avec elle? oui, apparemment, ouais, ouais, Oui. je sais plus sur quoi en fait. Sur les chiens, non, sur les animaux de médiation, en fait, où on n'était pas tout à fait d'accord sur, en fait, le type d'animal, mais Mhm. on va en reparler, à Ouais. savoir que enfin, en fait, elle a fait un webinaire où elle n'est pas intervenue directement. C'est une de ses collègues qui est intervenue et qui disait qu'on pouvait faire de la médiation avec tous les animaux. Et je trouvais que c'était, enfin voilà, que j'étais pas d'accord avec ça.
Et donc, Mhm. du coup, j'ai fait un post un petit peu Ah virulent oui, voilà, c'est vrai, oui, il y sur avait eu ce Facebook post-là. Oui, c'est vrai. qui m'a Ouais. valu un retour. Oui, et qui m'a interpellée. C'est vrai qu'on pourra peut-être en Mais discuter. oui, on Voilà, va en j'avais, discuter, on va en voilà. discuter parce qu'effectivement, on parle de médiation. Oui. Et moi, je suis très attachée à la définition de la médiation et Mhm. à ce que génère, en fait, à ce qu'elle permet auprès des humains. Et, euh, et voilà, pour moi, Oui, tous oui, on les... est d'accord. Non, mais voilà, je préférais le préciser Non, parce non, que je mais du savais coup, j'avais pas voilà, compris, j'étais oui. plus du tout dans ce contexte. Parce que comme il y a une autre Christine, je me suis dit, oh là, il y a eu un échange avec une autre Non, Christine. non, 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 Et c'était ok, avec Noélie. Voilà. d'accord, Et donc, moi, je travaille essentiellement avec des chiens et je travaille essentiellement avec des lévriers rescapés d'Espagne de chasse. Donc, d'accord. c'est ce que j'ai à la maison. Et donc, on est aussi, enfin, je suis aussi partie prenante association et en France et en Espagne, justement, lévrier Podenco. Mhm. Et le but, alors même si je travaille déjà avec des enfants, mais le but futur, en fait, ça serait vraiment de prévoir un lieu où on puisse mettre, en fait, les chiens cabossés avec les enfants cabossés. Parce que, voilà, ces rescues ont beaucoup de choses à apporter, que ça soit vitripates, que ça soit sans qu'il y ait de l'handicap, qu'il n'y ait pas de handicap, et qu'il y ait des traumatismes ou pas de traumatismes. Voilà. Mhm. Donc ça c'est. Et puis le chat, je peux pas le réintégrer puisque mes lévriers ont vécu avec les dernières chattes que j'avais d'élevage, sauf que depuis qu'elles sont parties, j'ai essayé de réintégrer du chat. Voilà, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ouais, le mâle de 75 centimètres au garrot, il les regarde un peu de travers. Donc Mhm. voilà. Donc mais on y viendra. Ok, eh Donc voilà. ben merci. Du coup, Christine, Je me disais, mince, j'ai pas eu oui, vous d'altercation. aussi, vous n'y Voilà. étiez pas. Mince, je me suis pris la tête. Ah non. Voilà. Bah alors, pour me présenter, alors je découvre le domaine de la médiation animale et plus largement le monde des animaux. Même si je suis une passionnée, j'ai toujours eu des chiens, des chats. Aujourd'hui, je m'oriente vers une reconversion professionnelle pour être éducateur canin, félin, NAC et comportementaliste surtout avec les félins et les NAC. Donc voilà, je suis en plein dans le sujet. Euh, auparavant, il y a pas mal d'années, j'ai collaboré bénévolement avec l'association qui s'appelait l'ANECA, aujourd'hui qui s'appelle Andy Chien, où justement il y a des, la mixité entre des adultes et des enfants handicapés et des chiens qui vont leur apporter également la possibilité de devenir un petit peu plus autonomes tout en respectant justement ces animaux, leurs besoins, etc. Donc voilà, je suis toute nouvelle dans le domaine. Mon ancien métier, c'était responsable pédagogique, donc côté formation pour adultes. Donc de la médiation, on en fait aussi au niveau des adultes. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire de cette passion, on va dire, mon deuxième parcours professionnel, même si, on va dire, en tant que senior bien affirmé, voilà, je me lance dans cette activité. Donc voilà, je suis à l'écoute, je regarde vos posts sur LinkedIn avec beaucoup d'intérêt. Donc voilà, je viens rejoindre votre groupe. Ah, bah, merci, merci. Et il n'y a pas d'âge, hein. Pour moi, il n'y a pas d'âge. Heureusement. Non. Alors, je suis bien embêtée parce que j'ai Samsung qui s'inscrit et en plus, on l'a perdu. Alors, si on la voit, on va la récupérer. Est-ce que vous pourriez juste vous présenter? C'est un problème de connexion. Alors, bon, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Christine Renard, j'ai 56 ans, donc j'approche aussi senior, hein, on peut le dire.
Donc moi, je suis professionnelle depuis 10 ans. Je me suis formée en 2012. J'ai créé mon auto-entreprise en 2015. Donc là, ça fait 10 ans cette année. Je travaille avec chiens, cochons d'Inde et chevaux. Et, moi, je travaille particulièrement sur l'attachement, parce qu'en fait, c'est mon vécu personnel, et c'est ce que j'ai appris au travers de mon vécu personnel auprès des animaux que je mets maintenant pardon, dans mes accompagnements et dans ma formation. Voilà, parce que ça a été tout un cheminement à titre personnel dans un premier temps, parce que je suis voilà, je suis d'une nature insécure, donc je me suis réfugiée auprès des chevaux dans mon enfance, dans mon adolescence, et voilà. Et ce parcours auprès des chevaux, en fait, m'a appris énormément, et au jour d'aujourd'hui, bah, voilà, j'essaye de transmettre ce que j'ai compris de tout ça. Voilà. Alors, Samsung, je suis toujours embêtée, hein. Samsung, est-ce que juste on peut avoir le son pour que vous vous présentiez? Non. Ah, elle n'a pas de son. Ok, bon, ben, c'est pas grave, c'est pas grave. J'espère que vous nous entendez bien, c'est le principal. Alors, moi, en fait, ce que je voulais dérouler cette soirée sur des thématiques. Et déjà, je voulais qu'on revoie un petit peu la définition de la médiation animale, parce que pour moi, ça part de là. Donc, pour vous, c'est quoi la médiation animale? Comment vous la définiriez? Après, je vais vous donner les deux définitions que moi, j'apprécie le plus. Comment vous la définiriez avec vos mots? Alors, pour moi, c'est un trait d'union entre l'animal et l'humain, ce qui Ouais. relie l'humain à l'animal. Un trait d'union entre l'humain et l'animal. Voilà. Ben, pour moi, c'est aussi voilà, un lien en fait qui est créé par le biais de l'animal dans des circonstances un peu particulières. Euh, Comment dire? Parce que bon, là, c'est dans des établissements de santé avec voilà, tout type de personnes, mais même dans la vie de tous les jours, la médiation opère directement quand on croise des gens avec un chien. Donc, Hmm, c'est hmm. Ok, donc c'est une question un, de lien, voilà, une création de lien en fait une création de lien, entre un animal et une personne. un tissage de lien. Ok? Mm. Nathalie, tu aurais ta petite définition? Il y a déjà la réponse. Alors, je suis d'accord avec le lien, Hmm, mais c'est aussi une triangulation avec une réponse aux besoins de la personne qu'on prend en charge. hmm. Ouais, cette notion de besoin en plus que du lien. Le Mm. lien, c'est ce qui fait la connexion, mais le but, c'est de répondre à des besoins. Hmm. Caroline, vous auriez une idée? Non, je rajoutais médiateur. Je disais que, c'est pour ça que je disais oui à Nathalie. Je rajoutais effectivement le médiateur qui est important. Donc la triangulaire avec la troisième personne. Avec Qui, l'intervenant. voilà, puisque Ouais. c'est lui qui va être le révélateur et c'est lui qui va permettre d'atteindre l'objectif ou enfin, le but de la séance, de ce qui a été défini au début de la séance et selon ce qui a été défini, est-ce qu'on y va, on n'y va pas, ou est-ce qu'aujourd'hui c'est autre chose qui se découvre au vu de la séance. Hmm. Ok. Alors, je vais vous partager mon écran et on va voir les deux définitions. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ouais. Alors moi, en fait, c'est les deux définitions que j'utilise le plus et surtout qui me parlent le plus. Donc, c'est celle de Résilienfance que vous trouvez sur résilienfance.org, qui dit que la médiation animale, c'est une relation d'aide à visée préventive ou thérapeutique dans laquelle un professionnel qualifié, également concerné par les humains et les animaux, et là c'est important parce que le professionnel doit connaître tant l'humain, les besoins de l'humain,
que tant les besoins des animaux, et quand on parle de besoins, on parle aussi de communication, hein, de langage propre à l'animal. Et donc, du coup, ce professionnel, il introduit un animal d'accordage auprès d'un bénéficiaire. Et cette relation, donc au moins triangulaire, comme vous l'avez dit, Caroline, elle vise la compréhension et la recherche des interactions accordées dans un cadre défini au sein d'un projet. Et surtout, elle dit que c'est un domaine en soi, des interactions homme-animal au bénéfice des deux. C'est-à-dire que la médiation animale, c'est pas au bénéfice seulement de nos bénéficiaires, c'est également au bénéfice de nos animaux. Nos animaux, ils doivent y trouver du sens. Ils doivent vraiment y trouver du sens. Et s'ils ne trouvent pas de sens, on n'est pas à l'abri d'avoir des burn-out pour nos animaux, des décès précoces, des maladies, des troubles du comportement. Et en ça, pour moi, c'est hyper important de le noter. La médiation animale, c'est au bénéfice des deux. Et la deuxième définition, et donc l'accordage, si vous ne savez pas ce que c'est que l'accordage, en fait, l'accordage, c'est entrer en relation avec l'autre dans le respect des besoins de l'autre, hein. Donc, c'est une communion de besoins à un instant donné. On s'accorde par rapport à nos comportements, on s'accorde par rapport aux émotions, on s'accorde par rapport à nos affects. Et tout ça fait qu'il y a accordage, hein, parce qu'il y a un ajustement entre l'humain et l'animal. Et en fait, c'est toute cette sphère des besoins, des émotions, des affects, des sentiments, des ressentis qu'on va aller explorer au travers de cette triangulation, qui est un espace protégé en fait, de cette triangulation pour faire émerger effectivement une relation, un lien qui est un lien authentique et un lien d'attachement qui est sécure en fait. Et ce lien va être en capacité de restaurer la personne au niveau de son amour de soi, au niveau de son estime de soi, au niveau de sa confiance en soi. Et la deuxième définition que j'aime bien parce qu'elle met une notion de dynamique et ce que j'appelle la remobilisation physique et psychique, c'est celle de François Béger. Bon, moi, je me suis formée à l'Institut français de zoothérapie, mais pas que, hein, j'ai d'autres formations que j'ai faites. Et lui, il dit, la zoothérapie n'est pas une médecine, mais une médiation qui s'exerce en individuel ou en petit groupe à l'aide d'un animal familier. Donc c'est là aussi que, voilà, pour moi, on travaille avec des animaux familiers. Je vois hein, les approches avec les dauphins, avec les otaries. Je nie pas les bénéfices, mais voilà, pour moi, la zoothérapie se pratique avec des animaux familiers, sélectionnés et éduqués sous la responsabilité d'un professionnel. Alors, il précise de la santé, du social ou de l'enseignement spécialisé parce que il précise ça parce que pour lui, le professionnel doit impérativement connaître les besoins des humains auxquels il s'adresse. D'autant plus que ce sont des humains vulnérables et que quand on ne connaît pas les besoins, quand on ne connaît pas les particularités des pathologies ou des troubles ou des déficiences, des handicaps des personnes qu'on accompagne, on peut faire en fait plus de mal à ces personnes que de bien. Donc, dans un environnement immédiat de ces personnes, chez qui on cherche, et c'est ça qui m'intéresse, moi, chez qui on cherche à éveiller des réactions visant à maintenir ou à améliorer son potentiel ludique, cognitif, physique, psychosocial ou affectif. Parce qu'on sait, en fait, que la médiation animale, c'est une approche globale de l'humain et qu'au travers d'une activité, d'un seul atelier, on va pouvoir toucher tant la sphère des capacités cognitives que sensorielles, que psychoaffective, que psychosociale, que motrice. Et c'est ça qui est hyper intéressant avec l'approche de la médiation animale, parce que en plus d'offrir un soutien affectif qu'un thérapeute ou qu'un éducateur ne peut pas offrir directement à son bénéficiaire, l'animal, lui, le peut, mais en plus, il ouvre un champ des possibles qui est énorme. Voilà, alors c'est un avis très, voilà, très, très, je trouve pas le mot, mais voilà,
Donc voilà, pour moi ces deux définitions sont complémentaires dans le sens où on parle d'accordage. Et pour moi, c'est vraiment l'essence de la médiation, ce qu'on va chercher, c'est-à-dire un accordage au sein de cet espace protégé entre un humain et un animal, pour remobiliser physiquement et psychiquement cette personne, pour conduire la personne à, à développer son potentiel en vue de gagner en autonomie à hauteur de ses capacités, hein. Parce que voilà, on ne peut pas être autonome forcément dans tous les domaines de nos vies, dans tous les champs de compétences, mais on peut toujours gagner un petit peu en autonomie. Donc voilà, pour moi, ces deux définitions, elles sont intéressantes. Et du coup, si on en revient au thème du toucher, euh, est-ce que du coup, par rapport à ces définitions, il est nécessaire ou non de toucher les animaux, à votre avis? Ouais, Alors, pour moi, depuis le début de ma pratique, je dis toujours que ce n'est pas nécessaire pour moi. ouais. Maintenant, je me pose des questions sur certains publics, et justement, c'était pour ça que je trouvais que c'était intéressant de pouvoir échanger ce soir. Je me posais la question sur certains publics, donc moi je travaille essentiellement avec des enfants et des enfants atypiques, Mhm. et je me posais la question parce qu'on peut on peut avoir besoin sur certaines séances d'avoir ce toucher, d'avoir besoin de ce contact. Et c'est là où j'avais besoin d'échanger justement avec d'autres personnes qui peuvent pratiquer pour avoir leur point de vue et dans leur pratique et voilà, pour échanger à ce niveau-là. Ok. Donc, donc vous dites des personnes ont besoin de toucher. Donc du coup, On ouais, peut on peut avoir, oui, avoir on des peut avoir personnes certains enfants, voilà, qui ont sur besoin. certaines, voilà, sur certaines séances spécifiques, soit qui sont très renfermés, soit des enfants aussi, j'ai certains enfants qui chuchotent, enfin, j'ai au moins droit au chuchotement, parce que à l'école, il n'y a même pas un son qui sort, mais moi, j'ai au moins droit déjà sur les séances des chuchotements. Voilà, en tout cas, ces enfants-là, euh, passer par le toucher, en fait, est bénéfique. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'échanger en sachant est-ce que c'est uniquement sur certains types de profils, est-ce que c'est par rapport à certains types de séances qu'on peut effectuer. Et voilà, j'ai besoin d'échanger à ce niveau-là. Mais autrement, pour moi, en fait, quand je travaille, je travaille avec ma meute de chiens et c'est selon les besoins. J'en ai un qui vient ou l'autre qui vient, ou selon la problématique que la personne va avoir, l'enfant va vouloir aller travailler plutôt avec un, plutôt avec l'autre. Hmm. Puisque chaque chien chez moi a sa spécificité. Un, c'est la prise de place. L'autre, c'est plus chacun doit bien garder sa bulle. Donc, chacun a sa zone et on ne franchit pas la zone de l'autre. Donc, en fait, chaque chien, je sais avec quoi il va travailler et quelle va être sa spécificité, en fait. Ok, ok, ok. Alors, du coup, quand la personne a besoin de toucher, son besoin fondamental, c'est quoi, à votre avis? Contact, Contact, mais dans le contact aussi, affection. affection. C'est un soutien affectif, en fait. Elle Oui, a besoin d'un soutien affectif et inconsciemment, en touchant, elle va s'auto-réguler, en fait. Elle va baisser sa pression intérieure, d'accord? mhm, Donc, son émotion va redescendre. Et d'ailleurs, ça a été prouvé, hein, que toucher un animal nous oui, permet de sécréter de l'oxytocine, et du ocytocine. coup, l'hormone du plaisir, et du coup, de baisser la pression artérielle et de nous remettre en fait dans un état intérieur calme en fait, hein. Donc, et ça c'est inconscient, d'accord? Mhm, Sauf que en touchant l'animal, euh, il y a quelque chose qui ne se, ça tourne donc du coup, il y a,
en touchant directement l'animal, en fait, il y a quelque chose qui ne se passe pas. Il y a juste un moment qui ne se passe pas. C'est que on ne passe pas par l'observation avant de toucher. Donc, on y va directement. D'accord. Et moi, ce qui me semble intéressant, c'est d'observer l'animal. Pourquoi observer l'animal? Parce que quand on observe, en fait, on prend du recul. D'accord? On prend du recul sur le besoin de l'animal. Donc, on peut mettre en mots, c'est quoi le besoin de l'animal? C'est quoi mon besoin? Et c'est quoi le besoin de l'animal? Et est-ce qu'on se rejoint entre mon besoin de toucher, de caresser, d'avoir ce contact tactile, et le besoin de l'animal qui est peut-être, lui, de jouer? Hein. Et donc là, on va toucher la notion de consentement, qui, moi, pour moi, est aussi, aussi essentielle, qui me dresse aussi les poils, cette notion de consentement. Hein, et tous les signaux que le chien, en fait, il peut émettre, là on parle de chien, hein, tous les signaux que le chien, mais le chat émet aussi des signaux, Oui. de savoir est-ce qu'il accepte en fait que je touche? Et s'il n'accepte pas, qu'est-ce que ça crée en moi? Est-ce que ça génère une émotion de frustration? Est-ce que ça me met en colère? Est-ce que et en fait c'est là où se travaille l'accordage en fait, hein. C'est dans cet espace-là d'observation. Parce que si on est tout de suite sur l'animal, en fait on va pas alors il va peut-être y avoir un retrait de la tête ou un retrait carrément du corps du chien, hein, Non, mais là-dessus, j'ai pas de souci parce que j'en ai une qui est toujours partante, donc j'ai pas de, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est pas dans ma conception de voir les choses, donc j'ai eu déjà pas mal de réponses sur une autre manière de faire en fait. Quand en je fait, sens ce besoin pressant en fait de toucher. ouais, quand vous sentez ce besoin pressant de toucher, bonsoir Patricia, vous pouvez mettre votre micro si ça vous embête pas. Ah non, au contraire, je l'avais coupé par politesse, donc Non, je c'est savais très pas que j'avais gentil, pas mais de mal. comme on n'est pas nombreux, comme on n'est pas nombreuses d'ailleurs, ça va pas gêner, ça va pas perturber, ça va pas faire des résonances. Et comme ça, on peut échanger parce que comme j'expliquais au tout début, en fait, j'ai pas conçu cette soirée comme une transmission unilatérale, mais plutôt comme un échange, en fait. Voilà. Donc, Merci. si vous souhaitez rebondir et nous partager, voilà, une expérience, Merci beaucoup. vous n'hésitez pas à prendre la parole au fur et à mesure. Euh, voilà. Alors, est-ce que j'ai répondu à la question ou... Oui, oui, mais du coup, je rebondis et c'est pour Ouais. ça que je m'interroge moi sur les cochons d'Inde. Alors, Parce que préciser. parce que quand moi je les vois, le minimum des fois que je vois en photo ou en reportage, et que je vois ces pauvres cochons d'Inde, soit posés sur des tables, soit posés sur des genoux, avec aucune possibilité de retrait. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, je n'ai pas acquis de cochons d'Inde parce que je me vois pas travailler avec eux, parce que je vois pas enfin, comment leur accorder leurs besoins vitaux, on va dire, et le mettre en lien avec la médiation. Alors, le cochon d'Inde, alors pour travailler avec eux, le cochon d'Inde, en fait, est très sonore. Et il a différents répertoires de sons en fonction de son état émotionnel intérieur, d'accord? Son état interne. Mhm. Donc, en fait, il s'exprime. Et on ne peut pas l'empêcher de s'exprimer, d'accord? Donc, moi, dans ma pratique, à partir du moment où le cochon d'Inde s'exprime, on cherche à savoir qu'est-ce qu'il nous dit, D'accord. d'accord? Et ce qui est intéressant, parce que moi, l'approche du cochon d'Inde, en fait, pour moi, le cochon d'Inde représente la partie la plus vulnérable que l'on porte en soi, notre petit enfant intérieur, en fait. Et donc, du coup, pour moi, le cochon d'Inde, c'est vraiment cette connexion avec ce qu'on a de plus fragile à l'intérieur de nous-mêmes et ce qu'il faut le plus soigner, en fait. Hein.
Donc, du coup, quand le petit cochon d'Inde, il émet un son, donc si c'est un son de plainte, je, 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 j'étaille l'enfant. En général, c'est plus les enfants qui sont, enfin, les adultes aussi aiment les cochons d'Inde, mais les enfants sont vraiment hyper sensibles à ce petit animal. Et du coup, j'étaille l'enfant pour qu'il trouve le moyen de rassurer son animal. Et en rassurant son animal, en fait, il apprend ce que c'est que la rassurance. Il apprend à se poser en tant que personne qui est capable de rassurer son petit enfant intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Hein? Donc, on en parle et ensuite, on trouve le moyen de rassurer le petit animal. Bien évidemment, on ne force pas la relation. Si le petit animal continue à exprimer des sons, il est reposé dans son parc ou dans, enfin voilà, en fonction d'où je suis, parce que moi, je travaille chez moi et en institution. Voilà, en fonction, on voit. Hein. D'accord. Ok, merci. Mais il a un registre sonore qui est hyper intéressant. D'accord. Donc, de toute façon, si moi, mes cochons d'Inde sont habitués à être manipulés, hein, ils sont vraiment désensibilisés à la manipulation et au fait d'être portés, au fait d'être pris sur les genoux ou contre soi. Et d'ailleurs, quand ils sont contre soi, ils regardent les personnes dans les yeux, hein, donc ils ils sont bien. Et, euh, et voilà, et toute cette approche-là fait que ils ne cherchent pas à fuir. Ok. Et Merci ceux beaucoup. qui sont trop agités, parce que j'ai des mâles qui sont très agités, ceux-là, je les mets pas sur les genoux. On les approche en se mettant dans le parc voilà, et on fait une approche qui est plus d'observation ou d'approche retrait avec la main qui approche et qui se retire. On voit si l'animal vient sentir ou pas. Mais on va pas prendre sur soi ni sur les genoux. D'accord. Ok. Je voulais Merci. compléter, si je Oui, peux, c'est par rapport à ce que tu disais justement, je ne sais plus ton prénom, je ne le vois pas à l'écran. Je te Caroline. vois à l'écran, Caroline. Caroline. Euh, donc, c'est vrai que ça bouge pas mal autour de l'écran. Et donc, moi, je sais que bah, là, on parlait du bénéficiaire qui a besoin de toucher l'animal et on parlait de l'animal. Mais il peut arriver effectivement que l'animal, lui, ne se sente pas bien et n'ait pas envie. Et c'est là où la triangulation, elle joue aussi, c'est que c'est à nous après de mettre en scène ces choses-là et de les expliquer parce que l'animal, moi, je n'irai jamais obliger un animal à aller se faire caresser s'il ressent quelque chose et qu'il n'est pas à l'aise. Mm. Quand je fais du toilettage sur table, que ce soit les chiens ou le chat, on commence le toilettage. Moi, j'ai aux anges, c'est un de mes birdies. Quand voilà, elle est toilettée déjà tous les jours 1 heure. Donc, quand on fait du toilettage, elle se dit, oh, on remet une petite dose. Donc, sur la table, elle accepte, mais elle a besoin de descendre régulièrement de la table. Donc, moi, j'explique tout de suite quand on fait du toilettage que si le chien veut descendre, il va descendre parce qu'il ne sera pas bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne remontera pas sur la table de lui-même. Mm. Et ça, je pense que c'est important aussi parce qu'il y a des fois, oui, il y a des enfants qui veulent toucher, qui arrivent même, moi j'ai eu le cas d'une petite fille récemment de 8 ans qui a été même presque maltraitante avec l'animal, tellement elle veut toucher l'animal, le garder près d'elle, se rassurer avec lui. Et c'est difficile, mais on arrive à leur faire comprendre que voilà, pour leur bien-être, que par exemple se coucher, c'était avec Youpi, le chat, et de se coucher au-dessus du chat pour ressentir vraiment sa présence, sachant que je lui avais interdit de porter le chat et de le prendre, pour elle comme pour la sécurité de l'animal. Et elle s'était presque couchée par-dessus. Et là, je lui ai fait comprendre en me mettant moi un petit peu juste au-dessus d'elle. Elle m'a dit, ah mais non, non, non. Et je lui ai dit, mais tu vois, tu ressens quelque chose et l'animal ressent la même chose quand tu te mets au-dessus.
Et là, elle a accepté, voilà, de mettre un peu de distance, de laisser l'animal s'installer et après aller au contact, mais juste avec la main. Et je pense que là, c'est vraiment notre rôle de médiateur, mais aussi de mettre des animaux, de les protéger parce que le bénéficiaire ne sait pas toujours, en fait, qu'il devient oppressant pour l'animal, pas parce qu'il veut pas bien faire, mais parce qu'il en a tellement besoin qu'il ne se rend pas compte de ça. Bah, c'est mon impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est à nous aussi d'être très vigilants par rapport à ça. On veut faire plaisir, oui, mais pas au prix d'obliger l'animal à être, par exemple, touché ou caressé si lui, vraiment, il n'est pas en accord avec ça. Mm. Non, et puis comme tu viens de dire, de toute façon, ça serait contre-productif parce que ce que l'on cherche à faire comprendre et à développer en fait chez nos bénéficiaires, c'est la compréhension des besoins et la compréhension de leurs besoins. Donc, si nous-mêmes, nous ne respectons pas les besoins de nos animaux, qu'est-ce qu'on va enseigner en fait à ces personnes? On va enseigner qu'on peut outrepasser et qu'il n'y a pas besoin de consentement, il n'y a pas besoin d'observer, il n'y a pas besoin d'écouter et il n'y a pas besoin de faire attention. Et en fait, tous ces besoins vitaux, c'est ce qu'on cherche à étayer et à soutenir chez nos bénéficiaires. Donc, bien évidemment, il faut qu'on lui apprenne à observer tous ces besoins qui sont les mêmes, en fait, chez nos animaux. Et c'est bien en apprenant auprès des animaux à reconnaître ces besoins que la personne va peu à peu apprendre à reconnaître ses besoins, ses propres besoins. C'est en apprenant à prendre soin des différents besoins des animaux qu'elle va apprendre à prendre soin de ses propres besoins. C'est un aller-retour, hein. Donc c'est essentiel. Sinon, ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Mm. Christine, vous vouliez dire quelque chose tout à l'heure, je vous ai vu lever la main et la main est partie. Oui, ben, merci. Alors oui, moi j'avais deux expériences en tant que bénévole quand j'étais à l'ANECA. C'est vrai qu'il y avait un chien, c'était un Golden Retriever qui avait été éduqué et qui était entre guillemets euh, le visiteur à la Pitié-Salpêtrière. Donc, il avait toutes les autorisations pour pouvoir aller dans des secteurs où les personnes n'étaient pas très bien et où le chien, alors c'était magnifique, c'était fantastique, c'est-à-dire il percevait que la personne était entourée par diverses perfusions, etc. Il arrivait à se glisser entre les perfusions, à se coucher contre la personne et comme elle était, on regardait on va dire ses constantes, on voyait automatiquement que les constantes s'amélioraient au contact de l'animal sans qu'elle puisse le toucher. Le chien était collé contre la personne et donc du coup c'était magique à voir. C'était quelque chose d'exceptionnel. Mm. Et personnellement, ce qui m'est arrivé, ma fille a été gravement malade et elle a passé plusieurs mois dans les hôpitaux. Et elle adorait ce qu'elle appelait son petit frère de cœur, hein, c'est-à-dire notre chat, virgule. Et donc, elle pleurait puisqu'elle se disait, bon, elle avait 11 ans à l'époque, et elle se disait qu'elle ne le reverrait peut-être plus jamais. Et le professeur, le chef de service, a autorisé, nous, on ne lui a pas demandé. Et ça, c'était aussi un beau geste, un geste humain magnifique, qui est venu nous voir et qui nous a dit, j'autorise une visite exceptionnelle de virgule, donc vous me garantissez qu'il a toutes les vaccinations, tout ce qu'il faut, etc. Et le chat est venu passer une journée à l'hôpital avec elle, dans sa chambre. Donc, pareil, il a découvert la chambre, il n'est pas venu tout de suite sur le lit, il s'est baladé dans la chambre pour voir son environnement, pour découvrir. Et on l'a vu donc tout seul grimper sur le lit et se poser contre ma fille pour qu'elle puisse bénéficier, et alors à sa plus grande joie, quoi. Ça lui a procuré un moment magique de bonheur qui reste gravé pour toujours dans les mémoires. Donc voilà, c'est un petit peu ces témoignages où ben, ouais, involontairement, sans être une pratiquante hein, de la médiation, eh bien,
L'observation et le respect de l'animal a fait que, ben, à la fois ce qu'on a pu voir avec le Golden Retriever, c'était, enfin, franchement, c'était exceptionnel. Et puis le fait que le chat puisse venir dans un hôpital et apporter véritablement le réconfort, tout un bénéfice, alors qu'il n'était pas, il était obligé de venir à l'hôpital, mais dans la chambre, il s'est promené, il s'est baladé, et de lui-même, il est venu tout seul se poser sur le lit, et voilà, ça a été des moments magiques Hmm. que j'ai pu observer. Ouais, eh ben, c'est super d'avoir partagé ces expériences et merci parce que, en fait, du coup, au travers de ces récits, on voit en fait que l'animal propose. Et nos animaux médiateurs, en fait, ils nous proposent plein de choses. Ils proposent plein de choses aux bénéficiaires. Et c'est ça aussi qu'il est intéressant de savoir observer et qu'il est intéressant de savoir respecter. Parce que, encore une fois, nos animaux, on les sélectionne avant tout parce ils ont cette appétence à l'humain. Et c'est en ça que, voilà, moi, j'ai une définition de l'animal médiateur qui est celle-ci. C'est l'animal médiateur, c'est un animal qui, avant tout, a une appétence à la relation avec l'humain et qui a une sensibilité particulière pour comprendre ce dont a besoin l'humain. Et c'est parce qu'il comprend ce dont a besoin l'humain qu'il va être en capacité d'activer ce qu'on appelle les compétences socles chez l'humain, c'est-à-dire l'attention conjointe, l'élan à l'interaction, les affiliations, la recherche d'affiliation, l'imitation, le geste structuré, tout ça. Et en fait, c'est ça qu'on cherche en médiation animale. On cherche à remobiliser cette fonction qu'on appelle la fonction adaptative. C'est Montagnier qui a fait des travaux sur ça. Et je vous invite vraiment à aller regarder. On trouve plein de documentation sur le net. Et c'est en ça que c'est important, en fait, de laisser nos animaux prendre des initiatives et de pas les contraindre à faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Ça n'a pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez un petit peu là, le Golden, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été donné du soutien affectif à la personne. Il a ressenti que le besoin immédiat de cette personne, c'était d'être collé serré pour recevoir du soutien affectif et pouvoir baisser sa pression artérielle. Il l'a fait tout seul. C'est pas un individu qui a mis le chien sur le lit. Et ça, c'est un médiateur. Vous voyez la différence entre je pose mon chien, il va se passer quelque chose, il va également se passer la même chose, bien évidemment. Mais là, en plus, le chien, il propose. Donc, là, c'est le must du chien médiateur pour moi. Et pareil pour le chat. Le chat, il a compris ce besoin et il a été consentant, puisque spontanément, il a été satisfaire ce besoin. Et là, du coup, on peut d'autant plus faire observer ça à notre bénéficiaire et parler de ça quand il y a une possibilité d'élaboration d'une réflexion au travers de l'événement. Ce n'est pas toujours le cas, quand on peut avoir affaire à à des personnes non verbales ou à des personnes avec des troubles cognitifs trop importants pour étayer voilà, une réflexion. Mais inconsciemment, la personne perçoit en fait que l'animal répond à son besoin vital. Et les besoins vitaux, ils sont simples. Le méta-besoin, c'est un besoin de sécurité. Et pour se sentir en sécurité, il faut être apaisé et être rassuré. D'accord? Après, il y a les besoins d'être en lien, il y a les besoins, mais surtout le besoin d'être écouté, le besoin d'être reconnu, le besoin d'appartenance, le besoin de se sentir légitime, le besoin de pouvoir exprimer ses émotions en étant entendu et pas jugé. Ça, c'est les besoins vitaux des humains. Et c'est ça qu'on va aller travailler en médiation. Donc, effectivement,
Si on contraint ou si on oblige un animal à rester dans une posture qu'il n'a pas choisie ou qu'il n'a pas sollicitée ou qu'il n'a pas proposée, bah, du coup, on se, on se prive d'une matière, en fait, à observer et d'une matière à réfléchir, en fait. L'animal va pas forcément accepter. Non, et puis l'animal ne va pas forcément accepter. Est-ce que quelqu'un voudrait partager une autre expérience sur le fait que, voilà, il a constaté que quand on ne touche pas, on peut également amener la personne à développer ses capacités, à gagner en autonomie. Oui, Oui. Enfin, je sais pas qui. Non, allez-y, c'est que j'ai toussé. Ah d'accord, pardon. Du coup, Et quand j'ai le pas coupé micro, le son, ça s'entend. Mais non, allez-y. l'ordinateur vous a mis en... Donc je faisais Ah, parce que j'ai toussé, je pense que ça s'est mis en fait. Ah ouais, c'est interdit de tousser. L'expérience que je voudrais partager, c'est en secteur fermé. Moi, je ne fais pas de médiation animale, je fais du chien, enfin, j'ai une activité en chien visiteur dans une association. Et comment dire, je suis très intéressée par tout ce qui se dit ce soir parce que, outre visiter avec cette association, je m'occupe de la formation des humains qui accompagnent les chiens et des chiens qui accompagnent les humains dans ces visites. Et mon point de vue, c'est le point de vue de l'éducateur canin, mais c'est surtout faire respecter le point de vue du chien, ses émotions, au travers de sa communication, comment il perçoit le monde, etc. Et donc, je n'ai pas tout à fait la même pratique que tout le monde ici. Mais néanmoins, donc, on visite en EHPAD, en centre pour handicapés, et on visite en secteur fermé. Et il y a quelques temps, dans le secteur fermé d'un EHPAD, il y avait un monsieur dont les soignants nous ont dit qu'il n'avait aucun contact avec personne, il déambulait en permanence, il errait dans les couloirs, mais sans établir de contact ni avec les soignants, ni avec les autres résidents, ni avec personne. Et un de nos chiens, un Golden Retriever encore, je pense qu'ils sont particulièrement doués, même si tous ont des capacités, a commencé à se synchroniser sur ce monsieur. Et donc, le chien s'appelle Matcha, ça sera plus facile. Et donc, Matcha a commencé à suivre ce monsieur dans les déambulations, ce que Catherine, qui accompagne Matcha, donc, a vu, puis a laissé faire. Et puis, c'est les soignants qui se sont aperçus, au bout de quelques minutes, peut-être 5 minutes, qu'en fait, c'était le monsieur qui suivait Matcha. Et donc, c'était la première fois que ce monsieur établissait un lien avec un être autre que lui ou que son monde dans lequel il était enfermé. Et là, il n'y a eu aucun contact, justement, entre le chien et le monsieur. Ça a juste été une synchronie que le chien a mis en place et que le monsieur a reproduit. Et donc, ils ont passé comme ça quasiment toute l'heure de visite à déambuler l'un à côté de l'autre au hasard des couloirs du secteur fermé, je rassure tout le monde. Mais là, c'est vraiment une expérience qui est très, très touchante et les soignants étaient très émus de ce qui s'était passé et comment le chien avait effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, proposé quelque chose et le monsieur avait répondu en réponse, avait reproposé le même comportement que le chien avait accepté. Là, il y avait vraiment un véritable échange et sans aucun contact. Voilà, j'ai d'autres anecdotes, mais celle-ci me semble particulièrement éclairer ce que j'ai entendu tout à l'heure dans vos propos, Madame Renard. Christine, s'il vous plaît, parce que je vous ai appelé voilà. donc... oui, d'accord. Pas de problème, Alors, Christine. c'est vraiment génial d'avoir partagé cette expérience parce que ça me permet de parler d'une chose.
c'est qu'en fait, en médiation animale, on cherche à focuser l'attention sur l'animal, d'accord? Et là, en fait, l'animal, il l'a fait tout seul. Il a fait focuser l'attention de cette personne qui déambulait sur lui. Et pourquoi, en fait, ce changement de focus est nécessaire en médiation animale? Qu'est-ce que ce changement de focus, du coup, il va procurer aux bénéficiaires? Alors, Vous l'avez moi qui dit, n'y connais vous rien, l'avez moi dit, qui n'y connais rien mais en vous l'avez médiation dit. animale, voilà, pour moi, ça a été une ouverture, une synchronie et une affiliation. Exact. Et En fait, voilà, après, grâce à ce changement de focus, il y a une ouverture de la vision. On change, on sort de son monde fermé, parce qu'effectivement, là, si c'est une unité fermée, j'imagine, c'est des maladies, c'est de la maladie oui, Alzheimer avec des troubles cognitifs avancés. Et donc, du voilà. coup, un enfermement dans un monde qui, qui ne, qui est propre à eux, hein, d'ailleurs, qu'on ne sait pas comment ça se passe, mais voilà, qui est vraiment très enfermant et très perturbant, qui génère énormément d'anxiété, énormément de stress. Et donc, du coup, là, il a été, et on dit souvent, en plus, que ces personnes ont une conscience qui sort un petit peu de leur corps, et des moments, on a besoin de les faire revenir dans l'ici maintenant, parce qu'on voit bien qu'elles sont plus là, quoi, en fait. Et en fait, le chien, il a créé ça. Il a permis à la personne de revenir dans son corps, de créer cette connexion, de focuser l'attention sur le chien. Donc, je ne sais pas comment ça s'est fini, cet événement, mais je pense que la personne a dû s'apaiser quand même un petit peu, même si elle a continué à déambuler. Et ça aurait été intéressant de savoir si à un moment elle a pu se poser, en fait, après cette heure avec le chien, passer avec le chien, à marcher à ses côtés. Mais en tout cas, ce qui est hyper intéressant, c'est que le chien lui a permis de focuser son attention sur lui pour la décentrer de ce monde perturbant, angoissant, pour l'ouvrir sur un autre monde et avoir une relation accordée avec lui. Donc ça, c'est la médiation. C'est de la Je, médiation. je peux rebondir, Christine, Oui. parce que je crois que ça va même au-delà de ce que tu es en train d'expliquer, parce que moi, j'ai le cas d'une dame en unité protégée qui déambule, mais à en être usée le soir, et qui, à chaque fois, j'y vais une fois par mois dans cet établissement, à chaque fois que je viens avec les animaux, donc je la suis déjà depuis plus d'un an, 1 an et demi là, et au départ, elle déambulait, elle prenait les affaires, voilà, elle les déposait à d'autres endroits. Maintenant, elle ne déambule plus. Quand le chien arrive, son focus se met directement, mais là, c'est elle. Elle voit le chien arriver, elle vient, elle se met autour du groupe, elle reste près du groupe. Et la dernière fois, on s'est mis en extérieur. Et donc, on a fait un petit trajet avec toutes les choses qu'il y avait dehors, le chien en laisse. Et elle est restée près de nous, mais là, vraiment sans déambuler. Alors, elle ne s'assoit pas forcément, mais elle reste vraiment à côté de nous dans le groupe. Et là, c'est elle qui est venue, et c'est la première fois qu'elle le fait. Elle a pris la laisse parce qu'elle a vu qu'on faisait une promenade avec le chien. Et elle a pris la laisse. Le chien, déjà, quand il l'a aperçu, a ralenti un petit peu. Et la dame me dit, bah, elle ne veut pas venir avec moi. Je dis, non, mais elle a observé autre chose. Donc, on peut faire notre petit tour. On a fait notre première promenade. La dame est venue, m'a attendue. Elle a pris la laisse dans la main du chien et elle a commencé à avancer. Et la chienne l'attendait. Quand elle marchait tout doucement, la chienne allait vraiment au même rythme qu'elle. Et à un moment, j'ai montré à cette dame, qui est toujours sinon dans sa bulle, que la laisse qu'elle tenait était reliée à l'animal. Et elle a vraiment posé son regard sur l'animal. Et donc après, elle jouait avec la laisse, de tirer la laisse pour voir si le chien en fait répondait et restait, ou au contraire avançait un petit peu. Et donc, tout comme les autres personnes, j'ai pris la laisse après, je l'ai remerciée et j'ai donné la laisse à une autre personne qui voulait faire le petit tour. Et j'ai bien vu que dans son regard, que c'était pas satisfaisant pour elle. Et chose qui m'a fait beaucoup sourire et beaucoup émue, c'est que cette dame nous a suivis pendant la promenade avec l'autre dame. Elle s'est mise derrière. Et la chienne, au lieu d'être
un petit peu sur l'avant avec le derrière près de la dame, s'est mise en fait avec sa patte avant près de la dame qui tenait la laisse et l'arrière était au niveau de l'autre dame qui suivait. Et ça a été vraiment une super expérience. Et cette dame, en fait, là, c'est pas le chien maintenant n'a plus besoin d'aller la chercher. C'est elle qui, quand elle le voit, se focalise aussitôt autour de l'animal et arrive même maintenant donc à attendre son tour plutôt que de tourner pour vouloir être vraiment présente près de l'animal. Et c'est une dame qui n'a jamais touché aux anges depuis que je vais là-bas. Hmm. Alors, merci pour ce partage parce que du coup, ça va me permettre de rebondir sur autre chose, mais qui va compléter ce que tu viens de dire. Nathalie disait, il y a eu une répétition. Il y a eu une répétition qui a été associée à des émotions positives. Et du coup, répétition plus émotion positive égale mémorisation égale apprentissage. C'est comme ça que notre cerveau apprend. Et même les malades Alzheimer, et justement les malades avec Alzheimer et Parkinson, en fait, ce sont des personnes qui n'ont plus la problématique des schémas mentaux, d'accord? Ils sont directement connectés aux émotions. Et en fait, tout le champ émotionnel est, à mon avis, beaucoup plus hyper que hypo, hein. On est dans une dans une hyper émotivité, je pense, par rapport à une personne sans pathologie. Et du coup, voilà, cette expérience montre bien en plus, ce que la médiation permet, si on amène nos bénéficiaires à répéter tout en éprouvant des émotions positives, ils mémorisent, ils apprennent de nouveaux comportements. Et c'est bien ça qu'on cherche. Oui. Oui, je suis très intéressée par ce que vous venez de dire, parce que c'est ni plus ni moins que ce qu'on apprend en éducation canine avec le renforcement positif. Exactement, exactement, Mais c'est exactement. tellement, Mais c'est un renforcement, mais c'est un renforcement Ouais. naturel parce que Oui, le processus d'apprentissage de l'humain, le processus naturel d'apprentissage de l'humain, oui, c'est celui-ci. C'est un processus d'exploration qui fonctionne avec une répétition, avec de l'émotion positive. Répétition oui. sans émotion, ça marche pas. Mais je ne l'ai jamais entendu aussi bien expliqué. Moi, ça me passionne, alors je peux Ouais. en parler Non, de non, mais je veux dire, franchement, j'ai pris la phrase mot à mot, là, je tape à côté. Et franchement, c'est la première fois que j'entends aussi bien expliqué. Enfin, voilà, Bon, merci. j'arrête la digression sur l'éducation Mais, canine, mais c'est parfait. mais pour moi, en fait, éduquer un chien dans une éducation bienveillante, hein, d'accord, on est bien d'accord, hein, dans le respect de sa communication, dans le respect de ses émotions, dans le respect de qui il est, hein, de qui il est en tant qu'individu dans son espèce. C'est pareil que d'apprendre à un enfant à gagner en confiance en lui. C'est exactement Bien sûr. pareil. Ah oui, je ne peux qu'être à 3000%, voire plus, d'accord avec vous. Mais là, c'était juste parfait. Donc, merci Nathalie pour ça, parce que voilà, ça m'a permis de dire ça, parce qu'en fait, la médiation animale, pour vous, les buts ou le but de la médiation animale, c'est quoi? J'aimerais bien voir les bouilles des deux Samsung. C'est mon côté. C'est quoi les buts de la médiation animale? Bah, c'est de se donner du plaisir réciproque. Alors, ça, oui, mais ça suffit pas. On peut être, Christine, on peut être dans une approche bien-être exclusivement, d'accord? Mais on peut tellement faire d'autres choses que, voilà, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on cherche en médiation animale? C'est quoi notre but? Le soutien, la mémorisation.
Le soutien de quoi? Bah, le soutien, savoir, comme on est justement dans les émotions, savoir qu'il y a une émotion qui est négative et l'animal va générer par ce lien, ce rapprochement, cet attachement qu'ils vont créer, générer une émotion positive. Le fait de se mémoriser, de se remémoriser, même si bah, ce sont des personnes qui sont atteintes d'une pathologie cognitive, quelque part, vont conserver, enregistrer ce lien. Donc, c'est aussi les aider dans leur quotidien à mémoriser quelque chose qui leur fait du bien. C'est des émotions positives. Mm. Donc, pour moi, c'est important aussi à ce niveau-là. Ouais, ouais. Autre but, ce serait quoi les autres buts de la médiation animale? Alors, donc, je ne fais pas de médiation animale. Je ne suis pas formée pour. Je vais donc légèrement déplacer le curseur de la question. Nous, on nous dit toujours que, enfin, on nous a eu dit que les chiens visiteurs en étaient une animation. Certains l'ont mal pris dans l'association. Moi, en fait, je l'ai pris au sens littéral, puisque anima, c'est l'âme. Et pour moi, c'est ramener de l'âme là où éventuellement elle s'est égarée. Et moi, ça me va très bien d'être une animation. Alors, ça ne répond pas forcément à la question sur la médiation animale, mais je pense que quand même, ça n'en Voici la est pas deuxième très loin. partie. La deuxième Voilà, partie de ce voilà. que vous avez Voilà. dit ici, ça répond. Ça Voilà. répond. Remettre de l'âme, en fait. Reconnecter avec son âme, reconnecter avec notre nature profonde, reconnecter avec qui on est vraiment, quoi. Donc moi, ça me parle énormément ce que vous dites, hein, parce que qu'est-ce qu'on cherche en fait en tant qu'être vivant? C'est à sortir de nos conditionnements, c'est à sortir de nos schémas répétitifs, c'est à sortir de nos comportements réactifs et reconnecter et reconnecter profondément avec qui on est, quoi. Et qui on est, bah voilà, c'est une couleur authentique, c'est une couleur singulière. Ça va être, c'est aussi génial d'explorer quand on a la chance d'avoir plusieurs individus dans une même espèce. Que, comme vous disiez, Caroline, tout à l'heure, vous avez dans une même espèce plusieurs individus et plusieurs personnalités. Du coup, ça enrichit encore plus la pratique parce que du coup, on peut voir que on peut faire observer à la personne qu'on accompagne qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais individus, il n'y a pas de bons ou de mauvais comportements, il y a juste des réactions par rapport à un environnement, par rapport à ce qui se passe, par rapport à notre capacité de recevoir l'information ou pas. Et ça, tout ça, c'est extrêmement riche. Ouais, pour moi, la médiation, c'est ça. Et Réveiller votre âme, reconnecter je, avec. je reviens sur, parce que là, vous avez employé 2 fois le mot réaction. Et j'aimerais qu'on puisse dire qu'en fait, ce sont des réponses. Et pour moi, la différence entre une réaction et une réponse, c'est le temps et l'espace qu'on met entre la première perception. Si on n'a pas de temps et pas d'espace, on peut avoir effectivement une réaction. Et si on met du temps et de l'espace, on peut avoir une réponse. Et une réponse, elle est moins reptilienne, on va dire, moins instinctive, elle va être plus construite, plus adaptative. Et est-ce que justement, les animaux qui interviennent en médiation animale ne créent pas cet espace et ce temps qui permettent aux bénéficiaires d'avoir une réponse et non pas une réaction, si on sait un petit peu vous voyez dans l'histoire. Oh bah merci, hein. Merci, ça fait la continuité parfaite de ce que j'avais envie de dire. Oui, bah bien sûr. Alors, effectivement, en psycho, en fait, on utilise le terme réaction, comportement réactif pour caractériser, en fait, ces comportements. Ah, dommage, Caroline, bah, Oui, je l'ai dit. je vous enverrai le. Oui, oui, vous me l'aviez dit, puis vous avez décalé d'1 demi-heure déjà.
Je vous enverrai le replay. Envoyez-moi votre adresse mail et je vous mettrai je vous enverrai le lien de la vidéo. Grand merci. Et dommage, mais une autre fois. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout Je le vous en monde. prie. Au revoir. Bonne soirée. Ouais, ce qui est intéressant, en fait, oui, alors on parlait de comportement réactif. Effectivement, je connaissais pas ce terme de réponse, mais ça me parle bien, en fait. Mais en fait, quand on est dans ce cerveau reptilien, donc dans cette zone de survie, hein, où on est coincé dans un conditionnement, dans une croyance, dans un schéma répétitif, dans un schéma mental répétitif. En fait, on vit du stress intérieurement, on est dans un état interne, voilà, euh, anxieux, stressé. Et la seule possibilité que nous offre notre cerveau, c'est les réactions qui sont très animales, à savoir la fuite, l'agression ou l'inhibition, la paralysie. Pour sortir de et ça, c'est quand on fonctionne en mode mental automatique, on est relié à ces trois comportements réactifs, d'accord? Activés par la peur, par l'insécurité, voilà. Pour sortir de ça, il faut absolument prendre du recul pour pouvoir prendre du recul, s'apaiser, pour pouvoir mobiliser, en fait, nous, chez les humains, le lobe préfrontal, mais chez les animaux, j'imagine qu'il y a un lobe préfrontal également. Ce lobe préfrontal, en fait, c'est la partie du cerveau qui nous permet d'analyser, de mettre du discernement et de donner une réponse en reliance avec nos ressources ou en demandant de l'aide à l'extérieur, mais qui donne une réponse, moi, que j'appelle proactive, parce qu'elle mobilise les ressources intérieures de l'individu. Sans cette de distance, en fait, euh, je dis souvent, on reste la tête dans le guidon et du coup, on ne voit pas on ne peut pas mobiliser les ressources qu'on a à l'intérieur de soi. Et du coup, passer d'un mode mental automatique à ce qu'on appelle un mode mental préfrontal, qui est en fait l'élaboration d'une réflexion sur ce qui se passe, parce que notre cerveau, il vit, il va, notre cerveau, il nous veut du bien, il veut absolument nous protéger, maintenir nos fonctions en homéostasie, il nous veut du bien. Sauf que notre cerveau, par le fait des biais cognitifs, il généralise, il distord, il omet certains éléments d'information de l'environnement, et du coup, il va au plus rapide, en fait. Et au plus rapide, il nous sert toujours le mode mental automatique. On vit à 80% en mode mental automatique et à 20% seulement du temps en capacité d'élaborer une réflexion par rapport à un événement ou par rapport à une personne que l'on rencontre. Donc c'est ça aussi la médiation, c'est pouvoir permettre à la personne de sortir de ces schémas automatiques pour transformer ses comportements qui seront du coup des réponses, hein, comme vous l'avez nommé, des réponses adaptées. Encore, encore que ce terme adapté, je l'aime pas non plus, parce que pour moi, il n'y a pas d'adapté ou de pas adapté. Il y a juste effectivement une réponse possible par rapport à là où on se trouve émotionnellement dans une situation. Et du coup, si on en revient au toucher, ce qui est intéressant de voir également, c'est que comment en fait l'humain il apprend. En premier lieu, pour apprendre, il perçoit. Et il perçoit au travers de ses sens, au travers de tous ses sens. Et le toucher, c'est juste un sens. Donc, l'idée, c'est aussi de permettre à l'humain de mobiliser, de développer toutes ses perceptions sensorielles. Parce que plus il va développer ses perceptions sensorielles, et plus il va élargir sa vision du monde. Et l'idée, c'est qu'il ne reste pas bloqué dans la vision figée
qu'il s'est fait, en fait, de lui-même, des autres et du monde euh, dans sa petite enfance, hein. Ça, c'est la théorie de l'attachement qui nous permet de comprendre ça, pour sortir, en fait, et qui voit, en fait, de plus en plus son potentiel, de plus en plus ses capacités, de plus en plus, et du coup, que de plus en plus, il gagne confiance en lui, en estime de lui-même, qu'il apprenne à s'aimer, voilà. Et pour moi, c'est ça, hein, la médiation. Voilà. Est-ce que vous auriez d'autres... Ah ouais, non, je voulais parler aussi, sauf si quelqu'un veut prendre la parole, je voulais parler aussi d'autre chose. Ah, on a Élodie. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Bonsoir. Bonsoir. Non, personne ne veut prendre la parole, du coup? Rebondir à ce qui a été dit, partager une expérience. On va prendre Élodie à chaud. Est-ce que vous auriez une expérience à nous partager sans toucher, de médiation Oui, animale sans toucher? alors oui, ça dépend de la population. Moi, pour ma part, c'était dans un secteur où c'était un niveau de spectre du trouble de l'autisme qui était à fort niveau. Donc le chien, c'était juste un contact visuel et ça a été suffisant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ce qui s'est passé, c'est que la personne a quitté sa routine et a été, voilà, a eu son focus sur le chien, tout simplement. Mais il Voilà. fallait qu'elle soit à une bonne distance et la chienne a bien géré ça. Donc, vous Donc, voyez, il n'y a pas eu de contact tactile. Elle n'en voulait pas d'ailleurs, la personne. Si la chienne s'approchait trop, elle retournait dans sa routine. Mais quand elle s'est positionnée à un endroit où il y avait juste le visuel, elle se regardait et c'était suffisant. alors en fait, on parle de comportements auto-centrés, hein, d'accord, les comportements auto-centrés qui sont produits en fait par la personne pour se réguler, réguler son état intérieur et faire baisser en fait son niveau de stress. Et là, en fait, et là, bah, on en a parlé tout à l'heure, en fait, le chien a permis un changement de focus. Le changement de focus entraîne un apaisement intérieur, donc une sortie des comportements autocentrés. Et pour ça, il n'y a pas besoin de toucher. Parce que, en fait, ce qui est important en médiation animale, c'est le focus attentionnel. C'est le fait que grâce à l'animal, on rejoint la personne à l'extérieur. Parce qu'en fait, les personnes qui ont un trouble de l'attachement, les personnes qui ont des difficultés en termes de confiance en soi, en termes d'estime d'elles-mêmes, sont des personnes qui donnent plus d'importance au regard des autres qu'au regard qu'elles portent sur elles-mêmes. Donc, en fait, avec les animaux, on vient les rejoindre là où elles regardent, à l'extérieur, pour les amener petit à petit en étayant ce qu'elles voient de l'extérieur et ce que ça leur apporte, ce que ça leur permet de comprendre en termes de besoins, en termes d'émotions, en termes de communication, de langage, pour petit à petit, qu'elles s'accaparent ça et qu'elles fassent ça pour elles, en fait, par un processus d'identification, processus de différenciation, par un processus qu'on appelle d'individuation. C'est cette capacité c'est un processus qui vise à se sentir capable d'eux, et là on met toutes les compétences. Mais en fait, la personne, elle va... j'ai perdu mon fil. Là, on arrive à 20h20, je commence à perdre mes capacités, moi. Euh, Parce que je disais au tout début, je suis pas du tout du soir, je suis un oiseau du matin. Donc le soir, c'est compliqué pour moi. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Euh, j'étais en Vous train étiez sur l'individuation. Ouais,
Oui, en fait, oui, j'étais en train de dire qu'en fait, en mettant le focus de la personne que l'on accompagne sur les animaux, on rejoint la personne là où son regard est généralement porté, à savoir sur les autres. D'accord? Et elle va apprendre de l'autre par le jeu du miroir, par le jeu de la projection de ce qu'elle va projeter sur le chien, d'accord? Elle va apprendre de l'autre sur elle-même. Parce qu'il y a ce processus d'identification et de différenciation qui se met en place et que nous, on étaye au travers des échanges qu'on a avec cette personne, de l'observation qu'on l'amène à faire de ce qu'elle vit avec l'animal. Et peu à peu, en fait, elle apprend de cette relation avec l'autre sur elle-même. Et c'est là qu'elle réanime ce qu'on disait tout à l'heure, Patricia, son âme, hein. Elle se reconnecte à son âme. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte. Si? En tout cas, c'est parlant. Ok. Peut-être qu'il faut, enfin, en ce qui me concerne, il faudra que ce soit digéré, mais en tout cas, c'est parlant. Alors peut-être que pour d'autres, c'est beaucoup plus clair. Et Et surtout que nous, on va dans le monde de la personne. On va à sa rencontre. Oui. C'est pas la personne qui vient vers nous. ouais, merci Nathalie. Je t'en prie. Il y a un truc hyper important aussi en médiation animale, c'est que jamais on va chercher à faire rentrer notre bénéficiaire dans notre monde, hein, mais toujours on va chercher à rentrer et à comprendre le monde de l'autre. Et ça, on va réussir à comprendre le monde de la personne qu'on accompagne au travers des projections qu'elle va faire sur l'animal, au travers de ce qu'elle va nous dire de l'animal, de ce qu'elle ressent de l'animal. C'est ça qui va nous permettre de comprendre là où elle. Et une fois qu'on l'a rejointe dans son monde, l'idée, c'est d'ouvrir ce monde. Parce qu'il y a il y a un précepte en PNL qui dit que la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que la carte, c'est cette vision limitée qu'on a de nous-mêmes, des autres et du monde. Cette vision limitée, en fait, l'idée, c'est de la faire grandir parce que la réalité qu'on perçoit n'est pas la réalité. La réalité qu'on perçoit, elle est étriquée parce que il peut y avoir une hyposensibilité, il peut y avoir une hypersensibilité, il y a en tout cas tous les biais cognitifs qui font qu'il y a un retraitement de l'information permanent par rapport à la réalité, à la globalité de l'information. Voilà, notre cerveau, encore une fois, nous veut du bien, mais du coup, nous restreint. Et pour moi, l'approche de médiation, mais bon, après, c'est ma pratique, c'est ma vision hein, de la médiation, c'est celle que je partage. Pour moi, la médiation animale, en fait, c'est l'école de l'apprentissage du reparentage. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que 50% des humains sont insécures, c'est-à-dire ils ont un lien d'attachement qui n'est pas fondé sur une sécurité, d'accord? C'est-à-dire que dans l'enfance, ils n'ont pas éprouvé une sécurité affective et ils n'ont pas éprouvé suffisamment de rassurance pour fonder hein, ce socle de sécurité. Et du coup, la médiation, elle vient répondre à ce besoin d'attachement et elle permet aux personnes d'apprendre hein, ce que c'est qu'un lien d'attachement sécure et de grandir en développement des relations fondées sur la sécurité. Et du coup, les animaux, là où ils sont hyper puissants pour moi, c'est qu'ils apprennent, en tout cas, moi, c'est mon vécu personnel, c'est qu'ils nous apprennent à nous reparenter, en fait, à devenir des parents bienveillants pour cet enfant intérieur qui a été blessé dans l'enfance. Euh, qui n'a pas construit ce socle d'attachement sécure. Donc, il nous apprend à nous reparenter. Et dans le reparentage, bah, il y a deux branches. Il y a la branche prendre soin, donc devenir un parent bienveillant pour soi-même. Et il y a la branche rassurance, c'est-à-dire savoir se rassurer soi-même.
quand on se sent en danger, quand on vit du stress intérieur, savoir se rassurer. Voilà. Mais bon, on pourra encore parler des heures. Donc, en gros, hein, on est d'accord, il n'y a pas besoin de toucher l'animal pour faire de la médiation animale. Mm. Mm. Et moi, si j'ai une petite, en fait, j'ai un chien qui vient de Roumanie, euh, qui a eu un vécu vraisemblablement dans la rue, avec vraisemblablement de la maltraitance, puisque en Roumanie, les chiens n'ont pas tous des propriétaires, enfin des gardiens, enfin voilà, des personnes qui veillent sur eux. Et, euh, et lui, a priori, n'en avait pas. Donc il a été capturé. Les captures sont assez raides et violentes là-bas. Il paraît, je les ai pas vécues. Il a été en fourrière pendant 1 mois et demi et ensuite il a été en refuge et ensuite il est arrivé en France et il est arrivé chez moi. Pendant une semaine, il était complètement inhibé, je pense, du fait du voyage qui a duré 48 heures en camion et en cage, et du fait de cet enfermement voilà, pendant 2 mois et demi. Et, euh, et il montrait aucun signaux, c'est presque même s'il communiquait plus, quoi. Il se mettait sur le dos, voilà, donc je pouvais le toucher. Il me disait rien, il ne l'émettait pas de signaux de refus, pas de signaux d'apaisement. Donc je pouvais le toucher, je pouvais faire à peu près ce que je voulais. Et puis, 15 jours après, il y a une personne qui est venue à la maison et comme bah, du coup, je m'étais pas méfiée parce que le chien, Sacha, il s'appelle Sacha. Sacha paraissait OK avec les humains. Du coup, je me suis pas méfiée. J'ai pas fait de présentation préalable à la venue de cette personne qui venait en mon absence et il l'a mordu. Et depuis ce jour-là, bah voilà, c'est toutes ces peurs. Enfin, moi, j'ai le sentiment que ça a réveillé toutes ces peurs et tout son vécu traumatique. Parce que du coup, à partir de ce moment-là, bah, il m'a mordu aussi. Donc, je ne pouvais plus le toucher, je n'avais plus le droit de le toucher. Donc, avec beaucoup de problématiques bah, pour partir, ne serait-ce qu'en promenade le matin, parce qu'il fallait que je mette le harnais et que je ne pouvais pas m'approcher de lui. Et donc, bah, il a fallu qu'on réapprenne en fait à être ensemble. Alors, avec les autres chiens, ça se passait bien. J'ai 4 chiens à la maison, ça se passait bien. Mais avec moi, voilà, c'était extrêmement compliqué. Et donc, on a réappris et voilà, au jour d'aujourd'hui, la consigne, c'est de surtout ne pas toucher Sacha, puisqu'il a encore du mal avec la main qui s'approche de lui. Moi, je peux le caresser, mais s'il me fait la proposition d'être caressé, je ne vais pas le caresser s'il ne fait pas de proposition. Et voilà, j'arrive à faire les soins, vraiment les premiers soins, les grands soins, malheureusement, on est obligé de... Enfin voilà, je suis obligée d'aller chez le vétérinaire et il a appris la muselière, donc voilà, il arrive à se faire soigner avec la muselière. Mais c'est pas ça que je voulais vous raconter, ça c'est le préambule. Je suis très bavarde, vous m'excusez. Et, euh, et par contre, moi, j'accompagne des jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse en centre éducatif fermé. Et en fait, j'ai reçu une jeune fille qui s'est vraiment pris d'attachement pour Sacha et qui a voulu travailler avec lui, qui a voulu mettre en place un projet avec lui et qui a été vraiment dans la recherche de ressources pour Sacha, pour le sécuriser dans la relation avec elle et pour qu'il gagne en confiance en elle, en fait. Une jeune fille qui avait subi des violences, qui avait très peu confiance en elle-même, qui avait une estime d'elle-même à -50.
Eh ben, cette jeune fille qui est restée une semaine à la maison, elle est parvenue à faire des activités avec Sacha jusqu'à le dernier jour réussir à lui mettre seul le harnais, à l'emmener en promenade seule, à lui faire faire un petit parcours d'agility en liberté, et tout ça, en fait, en, en, en observant le chien, en lui faisant des propositions de différents ateliers. Donc, elle a trouvé ce que Sacha aimait le plus. Donc, il aime tout ce qui est enfin, jeu de recherche, je sais plus comment c'est Olfaction. voilà, Olfaction. tout ce qui est jeu voilà, de recherche, il adore ça, il adore l'agility et il aime aussi se balader. Donc du coup, elle a utilisé ces trois pôles et chaque jour, elle a structuré des petits ateliers pour rassurer Sacha et développer cette relation avec lui. Et ça a été juste génial ce qu'elle a pu faire. Et au travers de cette relation, elle s'est fait du bien à elle-même, hein, puisqu'elle a, moi enfin voilà, je lui faisais faire des petits comptes rendus de ce qu'elle avait fait avec lui. Et ça lui a permis de voir toutes les capacités qu'elle avait pu mettre en œuvre, en fait, pour arriver à ces résultats avec Sacha. Et voilà, ça a boosté la confiance en eux de chaque individu. Donc, c'était plutôt chouette. Donc, Christine, je vais vous laisser. oui, mais on va bientôt s'arrêter, je pense. Je suis désolée. Belle soirée à vous et puis j'attends le Le replay. replay? D'accord. Bonne soirée, Nathalie. Merci pour Bonne soirée. l'invitation. À très bientôt. Ok. Au revoir. Et je vais faire de même, je vais vous abandonner malgré tout l'intérêt et ravie Non, mais d'avoir. on va s'arrêter là, Christine, on va s'arrêter là. Sauf s'il y a des questions auxquelles vraiment enfin, je suis ouverte à répondre à toutes vos questions, mais sinon, on va s'arrêter. C'est Ouais. juste une question pratique. Pour avoir le replay, il faut mettre son adresse mail dans le chat, c'est ça? Alors, le chat, je préférais si vous êtes sur Facebook et Oui, que vous avez mon lien, oui, oui, tout à fait. m'envoyer sur Messenger plutôt. Hein, D'accord. Ok. parce que je sais pas, je suis pas certaine de savoir récupérer le chat. D'accord. Non, non, pas de problème, pas de problème. Ok, c'était juste. Moi, je l'enverrai par LinkedIn. Ou par LinkedIn, ouais. Ok, D'accord. ok. Bonsoir tout le monde et ravie Eh bien, d'avoir fait votre bonsoir, connaissance et au plaisir de se retrouver. au plaisir. À bientôt. Bonne Au revoir. soirée. Au Au revoir. revoir. On arrête là, du coup? J'avais quand même une petite question en fonction du projet que tu as mis en place avec cette jeune femme et Alors, Sacha. est-ce que je peux juste vous demander 2 minutes? Oui, 2 secondes même. ok. J'ai un chien qui aboie. Ah. Ça va, Patricia? Oui, mais c'est après, comme j'ai vu, je t'avais pas à l'écran, je me suis dit, mais tu connais cette Élodie qui apparaît d'un seul coup. Eh ouais. Super. Bah, je suis contente de te retrouver là. C'est cool. Bah oui. Tu vas bien? Oui, ça va. Oui. Ça va. Et toi? Ah bah, moi, ça va impeccable. Oui, 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 Ah bon. tranquille. Oui, 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 ça va bien. Oui, oui. Non, non. Maintenant, je fais plus trop d'éducation canine. C'est vrai que je me consacre un peu à cette association, puis D'accord. d'autres activités. Mais comme tu es sur mon Facebook, je sais que tu as suivi Non, forcément. ça fait Non? longtemps que je n'ai pas suivi. Non, non, non. Je suis de moins en moins dessus, ouais. C'est vrai qu'au niveau de Facebook, je suis beaucoup moins de suivi, ouais. D'accord. J'ai eu Et l'occasion toi? de rencontrer Dominique avec donc la formation de Jean en Dordogne. Oui. C'est encore différent, comme quoi il s'adapte complètement. Oui, oui, c'est la même formation, mais qui l'adapte à des modules. Oui, Ouais. avec divers et variés. Oui, Christine, j'avais une petite Pardon, question. pardon. Oui, parce qu'en fait, on se connaît avec Élodie. Oui. Ah bah parfait. Comme ça, vous Voilà. pouvez plus papoter. On n'a pas On a meublé le temps d'absence par des papotages. Voilà. Ah bah, super. Non, je voulais en fait connaître par rapport à ce projet justement avec cette jeune femme et puis Sacha, quelles étaient les consignes que tu as mis en place en amont avec cette jeune femme par Alors, rapport. les consignes, bien évidemment, c'était de ne pas toucher, hein, Mhm. de ne pas chercher à toucher Sacha. Elle a pu le caresser avec moi sur le dernier jour.
mais le but, c'était enfin, la consigne, c'était surtout de ne pas toucher Sacha. Est-ce qu'il y avait une autre consigne? Non, on était clair en fait sur l'objectif. C'était de faire gagner Sacha en confiance en lui et en la relation avec elle. Ça, c'était notre objectif. Qu'il prenne plaisir dans les activités qu'elle lui proposait, qu'elle sache évaluer son temps de concentration, qu'elle voit à quel moment le chien basculait en fait dans quelque chose qui pouvait du coup devenir une activité auto-centrée pour se réguler, hein. Non, la seule consigne, c'était la consigne de sécurité, hein, vraiment. Après, c'était des objectifs de travail. Mais ça a été, ouais, ça a été une expérience Est-ce qu'on peut- ça a été une expérience hyper intéressante et d'ailleurs qui a été refaite avec une autre jeune fille avec une problématique là de troubles, donc un lien d'attachement insécure de type anxieux, des troubles anxieux dépressifs plus. Et elle, ça a été vraiment, voilà, se remobiliser. Alors, elle était particulièrement en besoin de soutien affectif auprès des animaux. Et là, ça lui a permis euh, de, de, de trouver à pallier, en fait, ce besoin de soutien affectif au travers de la relation avec Sacha. Parce que lui, elle pouvait pas le toucher. Et pour autant, ils ont construit une magnifique relation tous les deux. Et maintenant, quand elle revient, parce qu'elle revient de temps en temps comme ça, Sacha est très content de la voir. C'est fou, hein? Et pareil, en une semaine. Et ça, c'est vraiment apprendre, en fait, c'est apprendre à écouter, hein. Apprendre à écouter même ce qui ne se dit pas, parce que les chiens ne disent avec leur corps, ils disent avec, ils peuvent dire aussi, s'ils sont sonores, ils peuvent dire aussi de manière sonore, mais c'est très subtil. Et moi, je travaille aussi avec les chevaux. Les chevaux, ils communiquent avec les oreilles, ils vont communiquer, c'est encore plus subtil, c'est encore plus, euh, un tout petit détournement des yeux, un changement de focus, c'est hyper, c'est hyper fin en fait. Toute cette finesse de communication, nous, on l'a perdue en fait. Alors que dans la communication, on dit que 80% de la communication est non verbale. Chez l'humain, un message passe avant tout par le non verbal. Donc la médiation permet aussi de réapprendre ça, de se réapproprier tout le schéma non verbal que l'on utilise en permanence, mais qu'on n'a pas conscience d'utiliser, hein. Mm. Donc, on n'a pas besoin de toucher. On est d'accord? Et ça ferait tellement de bien aux animaux parce qu'en plus, toucher, ça fait pas partie de leur répertoire comportemental. Moi, j'ai un Australien qui est très soignant avec mes deux chiennes notamment. Oh, Sacha, il s'y aventure pas, mais encore que mais voilà, il leur lèche les oreilles, il va les lécher comme ça de temps en temps, mais voilà, les chiens entre eux ne se caressent pas. Ils vont pas se frotter les uns aux autres. Enfin, ils peuvent se coucher l'un contre l'autre, mais ils vont pas se frotter, contrairement aux chevaux qui vont se groomer les uns les autres. Et voilà, et ça aussi, c'est intéressant. C'est qu'avec le cheval, effectivement, on peut groomer parce que ça fait partie de son répertoire. Un chien, voilà. Je partage complètement ce que vous dites. Je suis ravie de m'être inscrite à cette conférence. Merci. Ah bah, je vous en prie. J'en ferai d'autres. J'aurais bien aimé quand même,
Parce que des intervenants, il y en a une tripotée maintenant sur le marché. J'aurais bien aimé quand même toucher plus de monde. Je reproposerai le thème. Peut-être que c'était pas le bon créneau horaire. Parce que je crois qu'il faut vraiment que ça rentre dans les esprits que la médiation, ce n'est pas que toucher les animaux, quoi. Alors, il y avait une autre conférence à la même heure par D'accord. l'IA, l'Institut international là, sur les activités paranimales. Elodie, tu m'avais envoyé le livre blanc, je ne trouve plus le l'IHAIO, un nom comme ça. Oui, c'est ça. C'est ça? Oui, l'ONG internationale sur les Voilà. interactions. Oui. Voilà. Et donc, alors pour ceux qui étaient anglophones, il y avait une conférence en même temps que celle-là. Alors, est-ce que ça vous a enlevé quelques professionnels et c'était sur les, comment dire, les risques sanitaires pour les animaux au sein des institutions, etc., au travers de la médiation, enfin, des activités assistées par animal. Donc, est-ce que ça vous a enlevé quelques intervenants? Je ne sais pas. Je sais pas. Bon, on en fera une. Non, moi, ce qui était important pour moi de partager, c'est qu'au-delà du bien-être, hein, qui effectivement est hyper important, voilà, nous sommes les gardiens du bien-être de nos animaux, au même titre qu'on est les gardiens de notre bien-être et de ceux de nos bénéficiaires. Mais au-delà de ça, ça y est, j'ai encore perdu mon fil. C'est plus mon heure. Je suis désolée. Non, ça va être trop long. J'ai perdu mon fil. On fera la prochaine conférence un matin. Oui, non, au-delà de ça, parce que voilà, non, c'est ça. C'est que sur Facebook, quand j'ai lancé cette proposition de débat, en fait, j'ai eu plein de commentaires en me disant, mais on respecte le bien-être de nos animaux. Quand ils veulent trop toucher, on leur dit de pas toucher. Mais voilà, c'est pas ce type de réponse en fait qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui se joue en fait dans cette médiation et de voir qu'en fait le toucher, c'est un petit élément de médiation, mais que ça fait pas la totalité de la médiation. Et surtout que ne pas permettre de toucher un animal, ça a des répercussions chez la personne parce que la personne, elle a un besoin. Si elle veut toucher, c'est qu'elle a ce besoin de soutien affectif. Donc, il faut vraiment l'étayer, ce besoin de soutien affectif. Voilà. Bon, mais on pourra en parler encore des ans. On espère qu'on en reparlera. J'espère on se retrouvera, ouais, sur ce sujet ou sur un autre. J'en proposerai d'autres. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir, Élodie. Au revoir aux autres aussi. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.